Desjardins est fier d'accompagner les producteurs agricoles du Québec. Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation de la vie agricole et nous vous souhaitons une bonne émission. Bonjour, la production caprine est une activité peu connue en agriculture au Québec. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur la plus grande chèvrerie du Québec, à Saint-Gervais-de-Bellechasse, pour vous parler de ce secteur, des terres agricoles et de la relève. Bienvenue à la vie agricole. Au Québec, on entend souvent parler de production laitière, mais saviez-vous que l'on produit aussi du lait de chèvre? Ici, à la ferme Caprijol, on retrouve 1300 chèvres, dont 700 en lactation. C'est à Saint-Gervais, dans le comté de Bellechasse, que Jean-Philippe Jolin et Marie-Pierre Nadeau nous accueillent pour visiter la ferme Caprijol. Le bêlement continu des 700 chèvres donne au lieu une ambiance toute particulière, à la fois marquée par l'hyperactivité des animaux et la beauté époustouflante du paysage. Le rythme est effréné. Production de lait de chèvre, élevage d'animaux reproducteurs exceptionnels et un comptoir en libre service de produits transformés par les artisans du coin. Jean-Philippe et Marie-Pierre sont privilégiés. Ils jouissent d'ententes exclusives avec l'un des plus gros transformateurs alimentaires du Québec. Sauf que le marché du lait de chèvre est un marché libre, souvent instable et loin du confort de la gestion de l'offre. Marie-Pierre Nadeau, Jean-Philippe Jolin, de la ferme Caprijol, à Saint-Gervais-de-Bellechasse. J'aimerais savoir, depuis combien d'années que ça existe ici? Ça existe depuis... La ferme existe depuis 1987. Par contre, jusqu'en 2000, on avait des vaches et des cochons. Et on a fait le virage pour la chèvre laitière en 2000. Puis c'est ça, ça fait 20 ans qu'on traite des chèvres. Bien, principalement, on est vraiment des producteurs laitiers. Donc, le lait reste notre plus grosse activité à la ferme. Depuis quelques années, on transforme une petite partie de notre lait donc en caramel au lait de chèvre, en fromage, en viande. Puis combien de chèvres est-ce que vous avez ici en lactation ou en tout, comme cheptel? Oui, on a 750 chèvres en lait. Puis on a un troupeau de 1300 environ. Ça représente environ combien de litres de lait par année, environ? C'est 750 000 litres de lait par année. Comme les vaches laitières, c'est 2 traites par jour. C'est sûr qu'on pourrait, comme les vaches laitières, aller à 3, mais pour le moment, on reste à 2 traites par jour. C'est le même principe que ferme de vaches laitières. Je voyais en arrivant que vous aviez un kiosque. Qu'est-ce que vous vendez dans le kiosque? Ça fait déjà 1 an là, qui a été mis en place. Donc, c'est un petit comptoir libre-service. Donc, on a le fromage, le caramel, la viande, les produits des gens du coin aussi là, de Saint-Gervais qui est disponible. Puis c'est ça. Donc, les gens viennent, c'est le paiement sous l'honneur. Donc, ils font leurs achats, ils paient, puis ils vont flatter les chèvres à l'extérieur, puis ils repartent. C'est quoi la plus grande difficulté de prendre une relève? Bien, pour nous, pour moi, principalement, la plus grande difficulté, ça a été de gérer tout ça par moi-même. Je pense que c'est ça le gros défi. En même temps, c'est ça qui est le fun aussi. Et puis votre mise en marché pour le lait, qui est votre client? Bien, notre principal acheteur, c'est Saputo, donc qui prend l'entièreté de notre lait. Nous, on se garde une petite partie là, pour faire la transformation de nos produits, mais ça reste que c'est Saputo, notre acheteur principal. Et puis dans le domaine du lait, comme au niveau des producteurs laitiers, ils ont des quotas. Est-ce que dans le milieu des laits de chèvre, est-ce qu'il y a des quotas? Il n'y a pas de quotas. Par contre, on a des contrats de lait avec les acheteurs. On peut avoir un ou plusieurs contrats de lait avec un ou plusieurs acheteurs. Et puis, ça permet de réguler un peu la production au niveau provincial pour pas que tout le monde parte en fou et produise trop de lait puis qu'il y ait une chute de prix comme il pourrait y avoir dans un libre marché. Par contre, ça fait en sorte aussi que c'est quand même accessible comme production. Oui, les contrats ont une certaine valeur, ils ne se donnent pas, disons, mais ça n'a pas la valeur d'un quota. Donc,
Si on veut, par exemple, grossir, ben, on peut racheter un bout de contrat avec un ou un autre des acheteurs. Fait que ça a ses pour et ses contre, mais... Et pour garder un troupeau en santé, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous devez faire? Il y a beaucoup de choses particulières qu'il faut faire. La régie de troupeau puis la santé du troupeau, c'est la clé dans la production de chèvres, là, de lait de chèvre, principalement par le fait que ça prend quand même un bon nombre d'animaux. À partir du moment où tu as une grange avec beaucoup d'animaux dedans, ben il faut que tu contrôles la santé parce que si tu l'échappes, ça peut avoir des gros dégâts. Fait que c'est sûr, il y a des programmes de vaccination, il y a des vermifuges, mais à toutes les semaines, à tous les mois, on a dans notre horaire des choses à faire par rapport à la santé surtout. La santé du pie aussi, c'est bien important. Il y a peu de connaissances là-dedans, mais il faut quand même être attentionné puis savoir, pour avoir un lait de qualité, il faut vérifier le lait de chaque animal. Ça fait beaucoup d'animaux à vérifier. Donc, on utilise le contrôle laitier principalement pour ça. Mais, Des fois, on regarde juste nos chèvres, mais dans le fond, on fait plus que juste les regarder. On s'assure que tous les animaux sont en santé. Là. Et puis, vers quel âge qu'une chèvre, une chevrette ou une chèvre peut mettre bas? Elle va mettre bas la première fois, en général, à 1 an. Donc, à 7 mois, ça va être accouplement. 5 mois de gestation. Donc, à 1 an, elle commence à produire du lait déjà. Puis les cycles de production sont semblables à la vache laitière à partir de là, c'est-à-dire 305 jours, une lactation normale. Puis elle peut faire autant d'années de production qu'elle veut, en autant qu'elle fasse assez de lait pour qu'elle soit rentable dans l'entreprise. Et puis qu'est-ce que vous faites avec les mâles? Parce que je vois seulement des femelles ici. Oui, bien, les mâles à la naissance, c'est environ la moitié des naissances. Donc, on les garde quelques jours, tout au plus une semaine. Puis après ça, ils sont vendus à plusieurs petits acheteurs qui vont les engraisser pour la viande. Donc, nous, on ne conserve pas de mâles, seulement certains là, spécifiques pour la génétique. Puis les autres sont vendus rapidement. Alors, Marie-Pierre Nadeau, Jean-Philippe Jolin, merci beaucoup pour l'entrevue. Ça fait plaisir. Merci. Alors, bonjour messieurs, bonjour Guy de Bailleul. Nous sommes heureux de vous accueillir sur l'épisode Les terres et la relève. Guy de Bailleul, vous êtes ancien vice-doyen de la faculté d'agriculture de l'Université Laval, également actuellement coprésident de l'Institut Jean Garon. Et Yann Turmine, bonjour, que l'on connaît bien, que l'on a vu au fil de la série comme expert de terrain, chroniqueur également à la vie agricole et agronome. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à savoir si l'agriculteur de demain doit-il être propriétaire obligatoirement ou s'il y a d'autres solutions. Mais avant de parler de certaines méthodes qui pourraient être implantées au Québec, il faudrait peut-être revenir autour du débat sur la propriété des terres agricoles. On sait que certaines personnes et certaines structures ont fanfaronné un peu sur l'achat des terres agricoles par des Chinois dans les dernières années. Et on voudrait juste rappeler quel est l'état de la situation de l'achat des terres au Québec et quel est un peu l'esprit de la loi Jean Garon que nous avons un peu oublié, Monsieur de Bailleul. Eh bien, pour schématiser un peu, la loi de protection du territoire agricole qui a donc été adoptée en 1978, c'est une loi qui voulait conserver le caractère agricole au maximum de terres qui pouvaient être exploitées à cette fin, mais il y avait aussi des dispositions qui visaient à empêcher en fait l'accès à la propriété de la terre à des non-résidents québécois. Parce qu'il y avait déjà à l'époque une préoccupation sur le fait que des intérêts à l'extérieur du Québec pourraient trouver intéressant de mettre la main sur des superficies agricoles. Ce n'était pas propre au Québec, parce que dans le même temps aussi, dans l'ouest du Canada, des provinces ont pris des mesures aussi pour limiter l'accès des non-résidents à la propriété de la terre agricole. On voit bien que c'était un enjeu important. Et même aux États-Unis, déjà dans les années 70, il y a eu une législation qui obligeait de faire un rapport au Congrès sur l'état des achats de terres par des non-résidents américains. Donc on voit que c'était une préoccupation assez large parce qu'effectivement la terre agricole reste un enjeu essentiel. Est-ce que dire que concrètement aujourd'hui, comme depuis 1978 et aujourd'hui,
Aucun étranger qui n'est pas établi au Québec ne peut acheter de terre agricole au Québec. Aucun non-résident du Québec ne peut acheter de la terre. Mais derrière ça, il reste un problème préoccupant, c'est le coût d'accès à la propriété de la terre au Québec. Parce que dans beaucoup de régions au Québec, le prix des terres a connu une ascension fulgurante depuis une vingtaine d'années. Et ça rend difficile pour un certain nombre d'agriculteurs la capacité de s'accroître. Alors, il y a des investisseurs qui se sont dit, mais d'un côté, des agriculteurs veulent cultiver des superficies plus grandes, mais ils n'ont pas forcément les moyens financiers de le faire. Nous, on a des disponibilités financières, on pourrait s'associer et permettre... Ce qui a créé des modèles type Pangea. Alors, c'est ça. Donc, on est plus dans le modèle type Pangea, une association entre des financiers et des agriculteurs. Qui crée une société d'exploitation. Qui crée une société d'exploitation. Okay. Alors, je pense que c'est une formule parmi d'autres. Je ne sais pas si elle est appelée à connaître une grande popularité, mais je pense que pour le moment, de toute façon, ça ne représente qu'une très petite fraction de la superficie. Ça reste marginal. Alors, si c'est marginal, Yann Termine, pourquoi ça a été décrié à ce point comme étant quasiment le diable arrivé au Québec? Ben, tu viens de le dire, le diable, c'est facile de diaboliser toute chose qu'on n'est pas habitué. C'est sûr qu'au Québec, on est habitué avec un système traditionnel, père, fils, on va à la banque, on réhypothèque tout, c'est le modèle traditionnel. Aujourd'hui, ben, on recule de 30-40 ans, une ferme va aller peut-être 50-100 000 $. Aujourd'hui, on parle en millions de dollars. Alors, c'est sûr qu'on s'aperçoit graduellement que les limites financières pour financer une ferme, on n'est pas loin des limites. Il faut s'ouvrir à d'autres modèles financiers, comme d'ailleurs l'industrie, d'autres industries se sont ouvertes. Alors, c'est sûr que dès qu'il y a un nouveau modèle qui apparaît quelque part, aussi marginal qu'il soit, tout de suite, c'est le diable, c'est l'envahissement, les Chinois et tout ça. Mais... Puis c'est vrai que la terre est au centre de ces préoccupations, ouais. Parce que, pour reprendre, par exemple, pour des chiffres qui remontent à 2016, au recensement de 2016, en gros, le capital total de toutes les exploitations au Québec, c'est 52 milliards. Disons 50 milliards pour aller... Sur 50 milliards, c'est 85 %, ce sont les terres et les bâtiments. Alors on voit tout de suite que c'est un enjeu énorme. Quel est le juste prix aujourd'hui de la valeur d'une terre agricole au Québec? Ça, c'est une bonne question. C'est-à-dire... Quand tu es acheteur, le moins cher possible. Puis quand tu es vendeur, le plus cher possible. Non, on a des raisons de penser que le prix de la terre, actuellement sur le marché, en tout cas dans un certain nombre de régions... Il serait surévalué? Ou... Il est plus élevé que la valeur économique d'une terre. La valeur économique, c'est ce qu'elle est capable de gérer, de produire comme revenu sur une période de 20 ou 30 ans. Et dans un certain nombre de cas... on a des raisons de penser que c'est au-delà. Donc, ça veut dire que c'est l'objet, c'est une sorte de spéculation. Puis c'est aussi pour ça que selon les régions du Québec, la terre ne vaut pas le même prix non plus. Ah oui, la terre en Montérégie vaut beaucoup plus cher que la terre dans le bas du fleuve. Tout à fait. Mais on observe aussi que partout, le prix des terres est en train de grimper. Donc, il y a aussi une sorte de mouvement spéculatif parce que ça reste une denrée rare. On ne peut pas produire de la terre, donc en fait, ça restera en quantité limitée. Une denrée rare, mais vous êtes coprésident de l'Institut Jean Garon, puis je semble avoir lu certains écrits de l'Institut Jean Garon qui faisaient état qu'on n'exploite pas non plus toutes les terres qu'on devrait exploiter. Est-ce que la denrée rare, on ne l'a pas créée en oubliant d'exploiter les terres? Ah, ça, c'est une bonne question, parce que si on n'exploite pas tout, c'est aussi en partie parce que d'autres acteurs ont mis la main sur un certain nombre de terres dans l'espoir de les affecter à d'autres utilisations en dépit de l'existence de la loi de protection du territoire agricole. Donc il y a aussi un autre phénomène de spéculation en parallèle. Ça, c'est certain. C'est quelque chose d'intéressant, Yannick, que tu soulèves. Il ne faut pas oublier qu'une terre agricole, ça a de la valeur dans la mesure qu'il y a des exploitants. D'ailleurs, le prix d'une terre au-delà
de la région où c'est qu'il est situé est beaucoup lié à l'activité agricole autour. Alors, si on a dans un même rang 5 fermes prospères, je vous garantis que le prix des terres dans ce rang-là est très élevé. Et ce qu'on voit à certains endroits. Puis le rang qui est à côté, où c'est qu'il n'y a aucune exploitation agricole, le prix des terres est nul. Ça prend de l'infrastructure. Comme il y a des gens, pour faire une exploitation, ça prend des gens. Et quand on a des gens, ça prend des villages, ça prend des épiceries, ça prend des écoles, ça prend des routes. Quand on n'a pas cette infrastructure-là minimum, bien, il y a peu de gens qui viennent, donc il y a peu d'occupation du terre. C'est un peu un cercle vicieux. Et ce qu'on a vu au Québec, peut-être dans les 30 dernières années, c'est qu'il y a certaines régions qui se sont vidées, qui sont allées... La population est descendue en bas du minimum pour maintenir un certain nombre d'infrastructures et on assiste à une dévitalisation puis graduellement un abandon de l'activité agricole de ces régions-là qui ont un potentiel agricole. Alors, il n'y a pas rien que, je veux dire, la vitalité d'un territoire est excessivement importante. C'est pour ça qu'au Québec, on a beaucoup de terres disponibles pour l'agriculture qui ne sont pas exploitées, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'infrastructures. Et puis, alors, on va dire aussi que, bon, évidemment, pour une part, ça dépend de la rentabilité des terres. C'est bien évident. Une terre plus fertile va se vendre plus cher. Mais, par exemple, si j'ai la même terre à maïs au Québec et en Ontario, elle va se vendre plus cher au Québec. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a d'autres facteurs qui jouent. Les politiques agricoles, qui sont différentes d'une province à l'autre, avec des soutiens financiers, avec des soutiens financiers plus importants au Québec, font que ça influe aussi sur le prix des terres, parce que les agriculteurs ne vont pas hésiter à emprunter pour acheter des terres pour lesquelles ils ont des revenus garantis, en quelque sorte. Les banques ne vont pas hésiter à financer, et donc ce phénomène-là va aussi contribuer à faire grimper le prix des terres. Concernant la location, Yann, comme agronome, comme entrepreneur agricole, tu as été encore beaucoup en contact avec beaucoup d'agriculteurs. Quelle est leur perception de la location? C'est quelque chose qu'ils n'imaginent même pas ou c'est quelque chose qui leur fait peur? Ou... Bien, quand un producteur loue une terre, c'est éventuellement pour l'acheter, là. C'est pour se positionner quand elle va être à vendre. C'est pas... c'est pas dans la tradition? C'est pas dans la tradition. Bien, il faut comprendre aussi, là, on est un pays jeune. On a quand même... on a très peu de morcellement. D'ailleurs, la loi de la protection du territoire agricole, c'était une crainte à l'époque, le morcellement. Aujourd'hui, cette crainte-là est disparue. C'est peut-être même l'inverse. C'est peut-être un obstacle. Parce que les terres se sont rassemblées, puis maintenant, il y a peut-être... ça aiderait beaucoup de jeunes agriculteurs de morceler un peu les terres, là. Il y a beaucoup aussi de mise à niveau des terres. Au Québec, il faut se rappeler là, que les terres ont besoin d'être drainées. On a des sols qui a beaucoup d'eau. La neige et tout, ce qui n'est pas le cas dans d'autres parties du monde. Donc, il y a des terres, il faut faire des fossés, il faut faire des drains. Alors, quand tu draines, le coût du drainage, le coût du sol, il faut souvent... pouvoir l'amortir sur... une vingtaine d'années. Alors, souvent, les gens en location n'aimaient pas ça parce que la location ici n'est pas encadrée. Hein. C'est autant... Il n'y a pas de régie du loyer pour les terres. Alors, un producteur peut prendre une terre puis se faire évincer parce qu'un voisin a décidé d'offrir un peu plus au propriétaire. Mais est-ce que le modèle de la location avec une organisation serait aussi une méthode, un moyen à utiliser comme peut l'être le projet Pangea? Oui, non seulement il pourrait l'être. Effectivement, il faudrait un minimum d'encadrement, c'est-à-dire au moins une stabilité, c'est-à-dire qu'un agriculteur puisse avoir droit à un bail d'au moins 3, 5 ou 10 ans, et puis éventuellement qu'il soit renouvelable. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'acheter toute sa terre. En fait, beaucoup d'agriculteurs seraient amenés à rester propriétaires d'une partie de la terre, mais ils pourraient éventuellement s'agrandir simplement en louant. Je me suis amusé à faire le calcul sur les données du recensement de 2016 en me disant si le taux de location au Québec était le même que dans la moyenne canadienne, eh bien, ça épargnerait 5 milliards de dollars d'immobilisés dans la terre. Puis 5 milliards, c'est plus que
le capital en machinerie. Si la valeur de 5 milliards pourrait être amenée dans l'économie agricole, pourquoi des structures, que ce soit le ministère, que ce soit le syndicat, n'évaluent pas ces options? Tu ne vas pas contre la culture, hein? C'est très ancré. Il y a vraiment une culture d'agriculteurs propriétaires. Oui, puis c'est un modèle, l'agriculteur a ses terres, ça prend une génération à la payer, puis une fois que l'agriculteur a payé tout ça, il prend sa retraite convenable, même aujourd'hui plus que convenable, et la relève, on recommence, on se réendette et tout. C'est sûr que le système est en train de craquer parce que là, on s'aperçoit, à cause de la spéculation, que ça c'est limite. Mais on est vraiment... Et on voit que les jeunes sont plus ouverts à ça. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'au Québec, on voit qu'aux États-Unis, les jeunes sont beaucoup plus locataires de terre que propriétaires. Ils ont tendance à devenir plus propriétaires en vieillissant. Donc, effectivement, chez les jeunes, et on comprend parce que, en fait, eux, à court terme, leur intérêt, ça serait de ne pas devoir immobiliser trop d'argent dans la terre pour pouvoir en consacrer une partie à autre chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, éclater un peu le système et faire en sorte que les jeunes puissent acheter des terres plus petites? Ben, effectivement, parce que, d'une part, c'est vrai que la loi Garon avait conçu son modèle de protection du territoire agricole sur un certain modèle d'exploitation tel qu'il semblait s'imposer de plus en plus à l'époque. C'est pour ça qu'on a tourné autour de 100 hectares comme parcelle à ne pas démembrer. Ça a très bien marché. Et ça a très bien marché, effectivement. Mais là, on se rend compte qu'il y a des jeunes, en particulier qui sont extérieurs à l'agriculture, donc qui n'ont pas a priori accès à la terre, qui se disent « mais moi, je n'ai pas besoin de 100 hectares. Je peux même vivre correctement sur 10 ou 15 hectares, surtout, enfin au moins au début, pour faire des productions légumières ou des choses comme ça. » Mais ils ne peuvent pas acheter. Je ne peux pas acheter parce qu'il faut que j'achète au minimum 100 hectares. Donc là, effectivement, et je pense que c'est une problématique plus importante pour des jeunes extérieurs à l'agriculture que pour des jeunes qui sont déjà dans le milieu agricole, qui peuvent espérer pouvoir reprendre la ferme des parents. Oui, parce que quand le jeune, Yann, tu en connais plusieurs dans ce cas-là, quand le jeune est dans une famille agricole, en fait, c'est les parents qui financent, en fait, qui deviennent en partie la banque ou... Absolument. Là. Je veux dire, de partir il y a tellement de capital aujourd'hui sur une ferme que de financer 100 % du capital, c'est impossible. Alors, si vous avez une ferme aujourd'hui, 2-3 millions, c'est une ferme, je dirais pas petite, mais moyenne, on va dire, là, mais petite moyenne, bien, tu mets 10 % du capital, c'est 200 000 -300 000. Quel jeune au Québec a 200 000 -300 000 dans ses poches? Non. Même quelqu'un qui est avancé en âge n'a pas 200 000 -300 000 dans son compte en banque. Puis si tu l'as, bien, peut-être que tu ne te lanceras pas en agriculture, tu vas prendre ta retraite. Donc, en fait, une des solutions pour régler cette problématique de relève, ce serait d'amener les gouvernements, le syndicat, à réfléchir sur le morcellement des terres. C'est ce que je comprends. Alors, sur le morcellement des terres, sur la façon d'encadrer l'utilisation des terres sans être obligé d'en être propriétaire, donc des formules de location. Et pour certaines productions, de peut-être voir à moderniser le système des quotas, parce que le système des quotas, on en parle souvent, mais c'est relié aussi à la relève. J'entendais tout à l'heure, on est sur la ferme de Caprijol, la ferme chèvrière, la chèvrerie Caprijol, avec Jean-François et Marie-Claude, et là, il y a un chat qui nous rend visite, c'est sympathique. Hop, voilà. et il nous disait tout à l'heure que sur la ferme, ici, lui, ce qui l'a intéressé de se lancer dans les chèvres, il dit il n'y a pas de quota. Puis il disait même, dites-le aux jeunes, c'est rentable, c'est rentable de faire de l'agriculture avec des chèvres, il n'y a pas de quota à payer. Il dit je ne serais pas parti dans les vaches. Donc ça, c'est un signal aussi pour un jeune d'une trentaine d'années de dire tout à fait, parce que accéder aux vaches, c'est pas possible. On peut imaginer quelqu'un qui, là encore, vient de l'extérieur de l'agriculture, qui n'est donc pas dans une ferme où il y a un quota. Lui, pour pouvoir s'installer dans une production à quota, c'est pas pensable. Il voudrait commencer avec 20 vaches, par exemple. Ça veut dire quoi? En termes de quota, ça veut dire 500 000 $. Ah, c'est ça. Déjà, rien que pour le droit de produire. Il n'a même pas la propriété des vaches avec ça. Donc, effectivement, on n'est pas étonné que dans la relève
hors milieu, en quelque sorte, ce soit essentiellement des productions extérieures au quota. Quoi. Spécialisées. Yann Turmine, en mot de conclusion? Bien, les solutions pour la relève sont là. Je pense qu'il faut avoir de la volonté, l'imagination, mais les bases... Bien, la preuve, c'est... Il y a de la relève, il y en a. Moi, quand j'ai commencé mon métier en agriculture, une des problématiques qu'il y avait, c'est que moi, tous mes clients, c'était toutes des personnes... moi, j'étais dans la jeune trentaine. Tous mes clients, ils avaient 55, 60. Il y avait très, très peu de jeunes en agriculture. C'est pas ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la relève, il y a de la belle relève formée. Je pense que d'ailleurs, les politiques du gouvernement en termes de formation, ça a donné un souffle incroyable à l'agriculture. Les choses sont en place. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Les solutions sont là. C'est d'avoir un peu de volonté puis de ne pas avoir peur d'essayer des choses. D'expérimenter, oui. Absolument. Alors, merci. Merci, messieurs, pour cet épisode et merci au chat blanc. Petit chat de bonheur. Viens me voir, toi. Oh, potin. La perception d'accaparement des terres, les limites des productions sous quota, les difficultés de la relève sont tous des points soulevés par nos interlocuteurs. Il est toutefois heureux que des solutions se pointent à l'horizon pour l'avenir de l'agriculture au Québec. Merci, au plaisir. Desjardins est fier d'accompagner les producteurs agricoles du Québec. Nous sommes heureux de contribuer à la réalisation de la vie agricole et d'avoir participé à cette émission.